Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'échiquier international. Alors, Blinken à Doha, Blinken pour tenter de convaincre ce qui peut l'être sur le bien fondé de la proposition de Biden. Une proposition d'ailleurs que Washington tente par tous les moyens de faire passer cette proposition. Mais le Hamas, lui, exige quelques modifications tout de même, ce qui fait dire à Blinken que ces demandes, celles de Hamas bien entendu, sont irréalisables. Pourquoi? On va le voir ce soir dans l'échiquier international. Et pourquoi Washington tente de faire parler, de porter la responsabilité de la poursuite de la guerre sur le Hamas. C'est ce que nous tenterons, ou du moins nous essaierons d'apporter quelques réponses ce soir sur l'échiquier international. Tout de suite. Pour en débattre, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Gamal Abina, analyste en questions internationales. Gamal, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors voilà, Blinken, le secrétaire d'État américain, se trouve à Doha pour essayer de convaincre ceux qui peuvent l'être en tous les cas, ou du bien fondé, je le disais, de cette proposition de Biden. Hélas, cela ne semble pas être du goût du Hamas, en tous les cas, pas sur tous les points. Il y a eu quand même une exigence de la part de Hamas, et on va y venir tout à l'heure. Alors, pourquoi aujourd'hui Washington tente par tous les moyens de faire passer la proposition de Biden concernant un éventuel cessez-le-feu à Gaza? Simplement parce que l'opinion publique américaine est très défavorable à ce qui se passe actuellement, la barbarie, le massacre de masse, la tuerie d'enfants, plus de 15 000 enfants assassinés, la destruction totale des infrastructures, un sous-jacent raciste, parce qu'on voit bien que les types qui dirigent l'entité sioniste sont des racistes et des fascistes. Donc tout ça, ça pose problème. Il y a de plus en plus de manifestations dans le monde, de plus en plus de condamnations, des instances internationales qui condamnent, des pays européens, 3, bientôt 4, qui ont décidé de reconnaître l'État palestinien. Il y a un chambardement des rapports de force, il y a un risque de déstabilisation de leurs principaux alliés dans la région, donc tous ceux qui sont inféodés aux États-Unis, à savoir évidemment l'Égypte, évidemment la Jordanie, la plupart des pays du Golfe. Bref, tout cela pousse Biden à quelques mois de sa future défaite électorale aux États-Unis face à Trump, à essayer de trouver les solutions rapidement pour à la fois redorer son blason sur sa base populaire de jeunes qui est vraiment vent debout par rapport à cette guerre, et surtout, et c'est le plus important, essayer de se sauver en disant que c'est lui le président qui aura trouvé une solution sur ce conflit, bien que provisoire, dans l'espoir effectivement de peut-être faire face à un Trump aux élections sans perdre sa base populaire. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on sait que Trump est largement favori, que ce ne sera pas le plus modéré, mais c'est vrai que Biden, en comparaison, devient, c'est presque une figure d'extrémiste qui s'est allié avec un gouvernement extrémiste, donc c'est vrai qu'il a peur de cela. C'est des questions internes, c'est des questions d'image de l'Amérique qui soutient un État raciste et un État génocidaire, et surtout des questions simplement d'ordre de droit international qui n'est plus du tout respecté. Alors, si tant et si bien, cette proposition est bienfaitrice pour Gaza, puisqu'elle propose un cessez-le-feu. Pourquoi cette proposition qui n'apporte absolument pas de nouveauté? Il n'y a rien d'extraordinaire à cette proposition. Pourquoi veut-on la faire passer aujourd'hui? Pourquoi elle n'a pas été proposée il y a quelques mois en arrière pour arrêter les fusions de sang et arriver au nombre de victimes auxquelles on est arrivé aujourd'hui? En réalité, ça a déjà été proposé même par la partie sioniste. Mais ce qu'ils proposent, c'est quoi? C'est de prendre les Palestiniens pour les imbéciles, leur dire « rendez-nous les otages », comme ils les appellent, donc les prisonniers de guerre. Rendez-nous les otages, on va faire une pause de 4 semaines, aujourd'hui 6 semaines, et puis on reprendra le massacre. Voilà ce qu'ils proposent. Donc seul un suicidaire ou un imbécile peut accepter une proposition aussi ridicule. Il ne faut jamais perdre de vue que les objectifs de guerre des sionistes et de Netanyahou, les criminels de guerre, que j'appelle chien enragé, je n'hésite pas une seconde parce que c'est une véritable bête sauvage, oui. Bien cet homme a affiché directement un objectif. Il dit on va éradiquer le Hamas, on va libérer par la force tous les otages et on va en finir avec la présence palestinienne. Il ne le dit pas directement, mais enfin, c'est ses ministres qui le disent, dans la bande de Gaza. Tous les objectifs de guerre sont clairs, aucun n'ont été atteints, et la seule fois où ils ont réussi à libérer soi-disant des otages, qui étaient bien traités d'ailleurs, il faut le rappeler, parce qu'on se rend compte qu'à chaque fois, les otages sont mieux traités que les Palestiniens, eh bien, il a quand même tué 3 des 7 personnes qu'il a cherché à libérer en tuant 300 civils.
dans une opération combinée avec les États-Unis, en utilisant le port qui a été fabriqué de toutes pièces pour envoyer un véhicule soi-disant d'aide humanitaire qui était chargé de soldats sionistes, chargé de tuer de façon bien traître en général ces malheureux civils au profit d'otages qu'ils auraient libérés. Eh bien aujourd'hui, effectivement, c'est tellement grossier, tellement évident qu'il y a un barbare d'un côté et une victime de l'autre, tellement évident qu'il n'atteindra pas les objectifs de guerre que de proposer aux Palestiniens une pause de 6 semaines pour reprendre le massacre, mais cette fois-ci sans avoir la moindre possibilité de négociation, plus de négociations avec des otages entre guillemets entre les mains, plus de négociations de rapport de force, mais simplement de recevoir des bombes en cascade avec des objectifs de guerre affichés par les sionistes qui n'ont jamais démenti ces objectifs, eh bien ça ne tient pas la route. Donc on comprend que les Palestiniens refusent ça. Eux, ils demandent simplement la libération de tous les otages, de leur côté et du côté sioniste, c'est les 8000 prisonniers palestiniens qui sont les otages, et effectivement l'évacuation de toutes les forces sionistes du territoire, pas une évacuation partielle, parce qu'elle propose une évacuation partielle, et surtout un retrait total et une reconstruction. Donc tout ça, c'est des plans qui sont proposés, mais ce qui bloque, c'est effectivement de dire on fait une pause dans la guerre, et non pas un cessez-le-feu. Oui, justement, au fait, ce sont deux points qui ont été évoqués. Ceux que vous venez de citer, Gamal Abina, c'est-à-dire la libération des otages et également des prisonniers, on va mettre otages entre guillemets, et puis surtout, c'est par rapport au retrait total du territoire de Gaza, de la bande de Gaza. Alors, on a vu la réponse de Blinken, le secrétaire d'État américain, aujourd'hui même, où il disait que les revendications ou les exigences de Hamas sont irréalisables. En quoi deux points très simples, à savoir le retrait total et le calendrier des libérations de part et d'autre, est-elle ou ces points sont-ils irréalisables? En quoi pour les États-Unis? Simplement parce que Biden, dès le début de la guerre, et Blinken, qui est son numéro 2, donc son affidé, disent tous les deux, nous sommes sionistes. Donc quand on est sioniste, effectivement, l'objectif, c'est d'écraser totalement les résistances, je dis bien les résistances, pas seulement Hamas, mais toutes les résistances palestiniennes, de les désarmer, de les humilier, d'écraser le peuple et d'espérer avoir la paix pour 10 ans. Ça rappelle un peu l'Algérie d'ailleurs à l'époque. Eh bien, oui, effectivement, ils disent irréalisable parce que ça ne coïncide pas avec les accords qui sont passés secrets, qui sont connus, entre les sionistes et l'État américain. L'État américain garantit tout le temps les arrières de l'État sioniste quand il s'effondre. Et en l'occurrence là, l'objectif c'est de redorer le blason de l'État sioniste, de faire croire à nouveau qu'ils ont gagné une guerre qui était impossible à remporter, mais qu'ils auraient gagné une guerre et que les objectifs qui sont affichés depuis le début vont être atteints. Alors, quand on dit le retrait de la totalité des troupes sionistes du territoire palestinien, ça signifie un retrait total, donc une défaite. C'est ça le problème. Oui. Or, on ne peut pas accepter la défaite. Quand on dit que c'est irréalisable, si c'est réalisable, sauf que les Américains ne veulent pas le réaliser parce qu'ils doivent garantir l'illusion d'un État surpuissant, l'État sioniste, qui aurait ce mythe de l'invincibilité qui perdure. Or, ça n'est pas vrai. Ils ont été vaincus dès le premier jour de la guerre, le 7 octobre, 50 ans après la guerre de 73. Donc ça fait écho à une guerre où ils avaient déjà été vaincus. Et à nouveau, comme en 73, les États-Unis viennent en renfort pour les sauver. Eh bien, aujourd'hui, l'image qu'ils veulent recréer, c'est le concept fumeux d'un État hyper technologique, hyper puissant, hyper sûr de lui et arrogant, ce que disait De Gaulle, un État qui est capable d'écraser tout le monde sans le moindre inquiétude. Sauf que ce n'est plus vrai. On voit bien que le ciel qui devait être protégé ne l'est plus. On voit bien que le dôme de fer aujourd'hui est une passoire, parce qu'il suffit de frapper effectivement très fortement et au bout d'un moment, le dôme de fer est débordé. Et on voit bien surtout que le mythe de l'invincibilité tenu par un État devenu raciste, car au départ, il n'était pas nécessairement raciste. Aujourd'hui, c'est un État raciste et racialiste. Eh bien, ce mythe de l'invincibilité a été largement écorné, largement battu en brèche. Les Palestiniens ont démontré avec des moyens dérisoires qu'ils étaient capables de vaincre un adversaire qui se croyait surpuissant. Et aujourd'hui, ce mythe ne fonctionne plus. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait que les États-Unis disent aujourd'hui c'est irréalisable de leur point de vue par rapport à leurs objectifs communs avec les États sionistes et eux-mêmes. Ben justement, ça donne un petit peu l'impression que la proposition de Washington, ou de Biden plus exactement, est une sorte, au fait, de coup de grâce pour obtenir par le papier, par le pacte, ce qui n'a pu être décroché sur le terrain par les armes. Car il faut dire que 8 mois après, c'est vrai que Gaza est en ruine, mais que finalement, l'entité sioniste n'a absolument remporté aucune victoire puisqu'on fait du surplace. Tout à fait, une guerre, c'est des objectifs à atteindre. Si on n'atteint pas l'objectif, on a perdu, c'est clair. C'est-à-dire que c'est quand même les Français qui prétendaient ne pas avoir perdu la guerre d'Algérie. Gagner une guerre, c'est écraser la rébellion. Quand on n'a pas écrasé la rébellion, quand il y a des milliers, des centaines de milliers de combattants qui continuent à se battre, comme en Algérie, je rappelle qu'en 62, on avait une convergence considérable des armées algériennes sur le territoire dès que le cessez-le-feu était déclaré, ce qui prouve qu'ils n'avaient pas vaincu l'armée algérienne. Eh bien, c'est pareil en Palestine. Les Palestiniens, tous autant qu'ils sont, que ce soit Hamas, Fatah, FPLP et j'en passe, tous continuent à combattre et il se trouve que
on se rend bien compte que dans les guerres asymétriques, la puissance occupante, la puissance offensive et la puissance agressive, en l'occurrence la puissance militaire conventionnelle, est toujours vaincue par des armées asymétriques, donc des armées des guérillas, qui ont systématiquement réussi à vaincre une grande puissance militaire parce que ce n'est pas le même type de combattant. Ça a commencé sous Abdelkrim Khattabi, c'est lui qui a vaincu les Espagnols. Ensuite, on a eu la Chine, le Vietnam, le Japon, enfin pas le Japon, le Vietnam, les Russes face aux fascistes nazis, qui ont réussi à les battre sur une guerre asymétrique au démarrage avec les partisans. À chaque fois que vous avez une guerre où vous avez des guérillas d'un côté et une grosse armée de l'autre, c'est la grosse armée qui est éreintée. Ça s'appelle la guerre d'usure, la guerre de position, mais sans défendre une position définitive. On l'a vu aussi au Liban en 2006. Et on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, l'entité sioniste est incapable de faire face à des combattants aguerris et déterminés, face à une armée payée, parce qu'il faut savoir que les sionistes ne défendent pas leur territoire, ils sont sur un territoire qui n'est pas le leur. Donc se battre chez le voisin et essayer de les vaincre avec des gens déterminés qui n'ont plus rien à perdre, en l'occurrence les Palestiniens, si ce n'est peut-être de sauver leur dignité, eh bien ça fait une différence. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont perdu la guerre, ça c'est indiscutable, parce qu'au bout de 8 mois, ne pas être capable, avec une population qui n'est même pas ravitaillée, de vaincre les combattants palestiniens, ça en dit long sur les défaites, et surtout ça rebat complètement les cartes. On voit bien que sur une armée sous-équipée, ils n'ont pas réussi à les vaincre, une armée quasiment de va-nu-pied. Qu'est-ce que ce serait si c'était un pays comme l'Iran, par exemple, organisé, très structuré, industrialisé face à Israël? Il ne resterait plus rien. Justement, Gamal, on a l'impression finalement que lorsqu'on voit de près ce qui a été stipulé dans la proposition, à savoir la libération de tous les otages, et puis on va négocier pour les prisonniers, on va voir qui on pourra libérer de l'autre côté, donc des Palestiniens. Et il y a aussi le fait que la question du retrait n'est pas complètement définie, à savoir qu'il va y avoir peut-être un retrait partiel avec la préservation des soldats de l'occupation sur Gaza. Donc, toutes ces zones d'ombre, en tous les cas, elles ne le sont pas pour les États-Unis ni pour l'État sioniste. Aujourd'hui, c'est une forme de capitulation qu'on demande à Hamas, finalement. On veut tuer Hamas autrement que par les armes, parce que ce genre de proposition, c'est la fin de Hamas, finalement. Alors ça, c'est le rêve qu'ils avaient au départ, le 7 octobre, parce qu'évidemment, les sionistes ont imaginé qu'ils allaient réduire le Hamas en 6 jours, puis en 6 semaines, puis en 6 mois. Maintenant, ils disent qu'il faut compter encore 7 mois supplémentaires. Ils savent parfaitement que le Hamas ne sera pas vaincu, parce que d'abord, c'est une idée. Ensuite, c'est une résistance combinée avec toutes les résistances palestiniennes. Il ne faut jamais focaliser sur le Hamas. C'est une façon de dire qu'il n'y a qu'eux qui se battent. Ce n'est pas vrai. Tous les Palestiniens se battent aujourd'hui, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Mais surtout, il y a d'autres qui combattent. On voit bien au sud Liban, on le voit bien en Irak, en Syrie, au Yémen. C'est une cause qui est partagée par la plupart des Arabes, qui soient d'ailleurs musulmans, certains juifs et chrétiens. Donc ça, c'est indiscutable. Donc cette façon de dire on va en finir avec eux, déjà, il y a une contradiction évidente. Vous êtes en train de négocier avec la partie politique du Hamas, d'accord? Donc les représentants légitimes du Hamas, sur une organisation que vous voulez éradiquer. Donc il y a quelque chose qui ne va pas ensemble. Du paradoxal. Bah oui, il y a un paradoxe, clairement. Si vous voulez éradiquer une organisation, vous ne discutez pas avec ses leaders. Donc ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose qui est évidente, c'est que quand on n'ont pas atteint les objectifs de guerre, ils n'ont pas libéré les otages, ils ont été incapables d'éradiquer l'armée Hamas et les autres résistances. Et surtout, aujourd'hui, ils sont montrés du doigt par le monde entier qui les déteste, parce que les manifestations sont très claires. Il y a vraiment une détestation de la barbarie sioniste en Palestine. Et aujourd'hui, ils sont en plus poursuivis en justice. Donc ça leur pose problème. Ils ne savent plus comment s'en sortir. Ils ont joué pendant des années la carte de l'antisémitisme, concept fumeux qu'ils mettent sur le dos de tout le monde, avec des peuples qui n'ont rien à voir avec la question sémite. Quand on parle par exemple des Arabes, ils n'ont jamais eu l'idée d'exterminer les Juifs, mais jamais. C'est pas du tout leur logique. C'est un truc très chrétien, très catholique, l'antisémitisme. On voudrait le généraliser, ça ne marche plus aujourd'hui. Maintenant, ils sont montrés comme des barbares. Les descendants du peuple qui a subi un génocide pratiquent aujourd'hui la même pratique génocidaire et raciste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit qu'ils veulent éradiquer le Hamas, ça n'est pas possible, qu'ils veulent imposer une pause dans le combat pour le reprendre derrière après avoir récupéré leurs otages, non seulement ils prennent les gens du Hamas et les Palestiniens pour les imbéciles, mais surtout ils sont très arrogants sur une position sur laquelle ils sont en position de faiblesse et non plus de force. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on peut penser que la Palestine a largement remporté la mise, que le monde entier est acquis à la cause palestinienne et que seuls quelques dirigeants occidentaux continuent à garder des positions favorables aux sionistes, sachant en plus qu'ils ont en face d'eux un gouvernement d'extrême droite. Il ne faut jamais le perdre de vue. Oui. Alors, il y a deux aspects quand même qui restent à définir. D'abord,
Hamas qui absolument demande des garanties, et c'est de bonne guerre. Cela s'explique parce qu'on ne peut pas faire confiance à l'entité sioniste et l'histoire l'a démontré par un passé très lointain et un passé proche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans sa visite, lors de sa visite à Doha, Blinken, le secrétaire d'État américain, avait dit que finalement, Hamas est responsable de la poursuite des combats aujourd'hui à Gaza, puisque c'est Hamas qui, un peu, si vous voulez, est réticente à signer cette proposition de Biden. Il parle même de marchandage du Hamas. Aujourd'hui, on oublie 8 mois. Mon Dieu, 8 ans, je ne souhaite pas ça. Je veux dire 8 mois de guerre contre Gaza et on fait porter la responsabilité au fait que Hamas aujourd'hui négocie cette proposition qui est beaucoup plus une capitulation qu'une proposition de paix. Vous savez, quand un homme qui se réclame du sionisme est en plus dans un pays qui a produit un génocide pour exister, je parle des États-Unis, on ne peut pas lui faire confiance. Les Américains ne sont pas des gens de parole, ce sont des menteurs. Lorsqu'il dit que c'est le Hamas qui pose problème, ça fait rire. Qui est chez qui aujourd'hui? Les sionistes sont en Palestine, occupent l'essentiel de la Palestine et sont rentrés à Gaza, territoire soi-disant libéré, donc ils occupent le territoire. Qui continue la guerre? Qui bombarde du ciel? Qui massacre? Qui est criminel et considéré comme un criminel de guerre aujourd'hui et va être poursuivi pour ça? C'est l'entité sioniste. Donc quand il dit le Hamas ne veut pas la paix et ne veut pas ceci, cela, c'est une blague. La seule personne qui doit se retirer et qui doit montrer des gages de sécurité pour les Palestiniens, c'est les sionistes. Or, ils ne veulent pas partir. Donc Blinken, qui est un menteur, et j'ose le terme, clairement un menteur et un manipulateur grossier, voudrait faire croire à la face du monde que ceux qui sont en minorité et qui ont peu de moyens pour se défendre seraient les personnes qui voudraient en vouloir au bouclier monumental de l'Occident que représente l'entité sioniste. Ça n'est pas très sérieux, mais ils ont bien compris en manipulant les mots, ils le font tout le temps. Hein. Ils ont quand même tué 3 millions d'Irakiens, après j'ai oublié, c'est ça les Américains. Donc ça ne les dérange pas de tuer les Arabes. Eh bien, ils ont bien compris que le monde ne croit plus en leurs mensonges parce que, comme le disait très bien d'ailleurs un homme qui a une parole qui a gêné tout le monde, Poutine, c'est l'empire du mensonge, ces gens-là. Ils vont toujours vous inverser les vapeurs en faisant croire que d'un côté la victime est le bourreau et que le bourreau est une victime. Dans les faits, le bourreau, on le connaît, il est à l'image d'ailleurs, ce chien enragé. Cet homme est un criminel de guerre, cet homme est un adorateur de Mussolini et d'Hitler, cet homme est littéralement un malade mental qui est coincé. Sa propre population le déteste, mais il ne faut jamais perdre de vue que sa population a été radicalisée pendant des décennies pour détester les Palestiniens. Donc tout ça, c'est des choses qui existent réellement. L'impérialisme occidental est un mal pour le monde, est une réalité. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, je ne vous le cache pas, c'est que récemment, on vient d'apprendre, vous savez qu'il y a des élections européennes qui viennent de passer. Bien là où je ris doucement et sous cap, c'est que d'un côté, on a une Rima Hassan tout sourire qui a été élue au Parlement européen. Pour nous, c'est une immense victoire. Et de l'autre côté, vous avez deux hystériques, hommes comme femmes d'ailleurs, que ce soit Meir Habib ou que ce soit Braun-Pivet, qui ont été virés de leur poste parce qu'ils remettent en cause leur mandat puisqu'il y a de nouvelles élections qui arrivent. Eh bien ça, c'est une victoire pour la Palestine sur un plan politique. Et sur le plan politique mondial, effectivement, la Palestine a progressé et l'entité sioniste est considérée comme une entité scélérate, criminelle, barbare, qui ne respecte rien, ni les hommes, ni le droit, ni la vie. Ben justement, on pourrait se poser cette question très simple aujourd'hui. Qu'avait-elle de ces propositions qui étaient faites par donc le médiateur de Doha, Qatar? Qu'avait-elle de plus ou de moins que cette proposition de Biden qui aujourd'hui passe pour étant la meilleure et la seule solution, alors qu'il y a eu des propositions qui ont été faites et que Hamas n'a pas émis de réserve sur ces propositions, en tous les cas pas autant que sur celle qui a été émise par Biden. Pourquoi ne prend-on pas la meilleure proposition qui verse dans l'intérêt des Palestiniens, Gamal? Parce que Biden écoute évidemment son frère, parce qu'il a dit que c'est son frère, hein, Netanyahou, qu'il voit bien que Netanyahou s'est ridiculisé, qu'il disait qu'il en finirait avec les Palestiniens, ça n'a pas marché, qu'il perd les soldats par dizaines, mais il ne le dit pas, il le cache, et qu'il n'est incapable d'éradiquer, en dépit de sa super aviation, technologie et autres renseignements, incapable d'éradiquer un mouvement de fédéine palestinien, et qui aujourd'hui voudrait que les Palestiniens soient suffisamment stupides pour rendre tous les otages, pour rendre leurs armes, pour littéralement s'autodétruire au profit de l'antisioniste qui a été fragilisé. Ça ne tient pas la route. Aujourd'hui, les Palestiniens ont le soutien de beaucoup de populations arabes, on le sait déjà, des 3/4 de l'humanité en réalité, et surtout les Palestiniens, chaque jour de résistance supplémentaire, prouvent que le mythe
de la superpuissance anglo-américaine et sioniste ne tient pas la route. Ce sont des mythes fabriqués de toutes pièces. On voit bien le Yémen, par exemple, qui fait un blocus. Eh bien, ça fait des mois que les États-Unis et l'Angleterre bombardent le Yémen. Ça n'a rien changé à leur détermination. Des peuples déterminés finissent toujours par l'emporter. On l'a vu au Vietnam, on l'a vu en Corée, on l'a vu dans tous les pays martyrisés par les États-Unis comme l'Irak ou même le pays pour lequel j'ai pas de sympathie particulière des talibans, mais l'Afghanistan, ils ont tout de même mis les Américains dehors. Donc c'est une réalité qu'ils savent parfaitement être inéluctable. Ils rêvent de redorer le blason de leur petit monstre israélien qui est sur place, mais ça ne fonctionne pas. Les technologies, les parapluies aériens, le renseignement n'a pas fonctionné le 7 octobre et ils le savent. Donc le seul moyen pour parvenir à quelque chose, c'est d'essayer de faire en sorte de trouver avec des compromis à minima inacceptable que les Palestiniens signeraient, histoire de récupérer les otages et de bombarder massivement. Et parallèlement à cela, c'est là où on se moque vraiment de tout le monde, c'est que le côté Netanyahou, qui n'écoute personne, dit « je veux continuer la guerre », quand les États-Unis parlent de reconstruire Gaza. Donc vous imaginez un peu le paradoxe. On va construire pour que bombarde. Aujourd'hui, on n'en est pas à ce stade-là. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est quoi? C'est uniquement que les Palestiniens puissent récupérer dans une signature de contrat qui soit visée par le droit international et par les États, avec sans doute une force d'interposition qu'on pourrait mettre en place, eh bien que les Palestiniens puissent récupérer la sécurité auquel ils ont droit. Parce qu'il faut rappeler qu'ils sont chez eux et qu'on vient bombarder ces malheureux dans leur foyer. Ce n'est pas les Palestiniens qui posent problème. C'est les Polonais, c'est les Lituaniens, les Allemands, les Ukrainiens qui sont venus dans les années 40, 50, 60 et qui sont sur un territoire qui n'est pas le leur. Des blonds aux yeux bleus devraient avoir un petit peu d'humilité quand ils sont invités dans la région à se comporter de façon un peu plus humaine, parce que ceux qu'ils ont accueillis au départ, c'est les Palestiniens et pas le contraire. Eh ben justement, est-ce que finalement cette proposition de Biden est venue un peu comme le salut pour le gouvernement de l'entité sioniste, d'autant plus que Biden avait dit, lorsque la proposition a été faite, que les Palestiniens avaient tout pour accepter cette proposition, car c'est une opportunité à ne pas laisser passer. À ce point, Gamal Abina? Non, c'est pas du tout une opportunité. Quand on dit 6 semaines de pause, on prend vraiment les gens pour les idiots, je l'ai déjà dit. 6 semaines de pause, ça n'est pas une opportunité. La seule opportunité possible, c'est de dire à l'entité sioniste, tu t'arrêtes ta sauvagerie. Sinon, on te coupe les réserves, c'est tout. Ils l'ont fait en 93. Baker a imposé effectivement à Shamir, qui était un extrémiste comme celui qui est au pouvoir maintenant, il a imposé d'aller serrer la main aux Syriens, ce qu'il ne voulait pas. Il a dit non, je ne le ferai pas. À ce moment-là, tu coupes l'argent. Et une fois qu'il lui a dit ça, le gars, il s'est ravisé parce que l'entité sioniste ne tient que parce qu'elle est financée par l'Occident. Vous retirez le financement, elle s'effondre du jour au lendemain. Je ne parle même pas des armes, juste simplement le financement. C'est un État qui n'est pas viable économiquement, on le sait depuis toujours. C'est un peu une sorte de Hong Kong dans la région pour faire face aux communistes. Et là, c'est le Hong Kong occidental face à l'Orient. Et il se trouve que s'il voulait vraiment faire pression sur lui, il le ferait. Il faut savoir une chose que les gens ne savent pas assez, c'est que soit Biden, même Sarkozy, que je ne porte pas dans mon cœur, déteste Netanyahou depuis toujours. Il n'y a pas un chef d'État occidental qui l'aime parce qu'ils le prennent vraiment pour un fou. Ils considèrent que c'est un menteur, que c'est un manipulateur, que c'est un extrémiste qui ne réfléchit pas et il leur pose problème. Donc Biden récemment a dit, au début de la guerre d'ailleurs, il a dit il faut négocier, mais il faut qu'on se débarrasse de ce gouvernement d'extrémistes parce qu'ils ne sont pas gérables. Donc c'est vrai que leur problématique, c'est de préserver l'entité sioniste tout en se débarrassant d'un gouvernement trop extrême pour avoir un gouvernement un peu moins extrémiste. Et ça, c'est problématique pour eux. Et quand ils disent aux Palestiniens, c'est une super opportunité, ils pensent que les Palestiniens ne savent pas lire et écrire. Il faut rappeler à nouveau que le Palestinien est le peuple le plus éduqué de la Terre. Donc c'est quand même compliqué de les prendre pour des imbéciles. Donc aujourd'hui, le rapport de force est favorable aux Palestiniens. Chaque jour de résistance est un jour de victoire. Chaque jour de résistance est une usure pour l'entité sioniste qui déjà ne supportait pas les années 60-70 les guerres d'usure aux frontières égyptiennes et qui le supportera encore moins à Gaza, qui sera, comme aux États-Unis par rapport au Vietnam, son Vietnam. Alors, dans ces cas-là, pour conclure, Gamal Abina, comment vous expliquez ou comment explique-t-on de toute façon que autant de médiatisation soit faite à cette proposition alors qu'il y a eu d'autres qui étaient tout aussi intéressantes, mais c'est celle-là qui a le plus de médiatisation, alors que la proposition en elle est vraiment boiteuse? Parce que les agendas ne sont pas les mêmes. Biden est coincé parce qu'il y a une élection qui arrive et sait que sa base populaire le déteste. C'est que les démocrates, au départ, ne sont pas des battants en guerre. Au départ. On peut mettre quelques parenthèses là-dedans, parce que des guillemets plutôt, parce que quand on voit le nombre de guerres conduites par Obama, par exemple, ou même Bill Clinton, qui a quand même un peu fait la guerre. Bon, mais dans tous les cas de figure, sa base électorale n'est pas battant en guerre. Ce ne sont pas des gens qui aiment la guerre. On se rappelle de Carter qui voulait la paix, qui était un homme de paix. Et là, il se rend bien compte qu'il risque de perdre l'élection parce que sa base électorale ne votera pas pour lui. Elle ne va pas voter pour Trump, mais elle donnera une victoire par défaut à Trump. Et donc ce plan qu'il présente comme un plan du miracle, qu'il a déjà présenté il y a 4 mois, donc c'est ce genre de plaisanterie,
Il y a 4 mois, il proposait 4 semaines de pause. Maintenant, 6 semaines, c'est assez ridicule. C'est pas un plan miraculeux. C'est un plan qui va le sauver lui et uniquement lui et sauver l'entité sioniste de l'imminente défaite. C'est ça qui l'intéresse. Si les Palestiniens signent aujourd'hui, ça voudra dire qu'ils donnent quitus à une défaite annoncée pour la Palestine et une forme de victoire déguisée, même si c'est une victoire la Pyrrhus, pour l'entité sioniste et pour Biden. Et je pense que la négociation, c'est la Palestine qui la tient, c'est le Hamas qui est au bout de la négociation et qui aura le dernier mot. Merci beaucoup, Gamal Abina, pour cet éclairage pertinent. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.